à toutes et à tous pour ce deuxième podcast consacré au titre X-Men en ce début 2025. Je suis une nouvelle fois avec mon compère Doup. Comment vas-tu, Doup ? Eh ben, ça va Stéphane. Ça va mieux que Ben, qui est malade et qui n'a pas pu venir avec nous aujourd'hui. Exactement. On a attendu le dernier moment dans la dernière ligne droite. On s'est posé la question on lui a posé la question, est-ce qu'il peut le faire, et puis il nous a dit non, là les mecs, je suis trop crevé, enfin je suis vraiment pas bien. Ouais. Donc on est désolé, il n'y aura pas de Ben Wave avec nous pour ce deuxième podcast. Nous espérons qu'il sera de retour pour le troisième. Oui, et puis on pense à lui, voilà. Exactement, et surtout remets-toi bien, requinque-toi bien, profite bien des vacances à venir, et on te dit à très très bientôt. Voilà, ça c'était pour les bisous du soir. Maintenant on va parler d'X-Men, on va parler de la période From the Ashes, si vous avez loupé les épisodes précédents, donc la période Krakoa, pendant laquelle les X-Men se sont isolés sur une île et où ils ont conquis Mars, est terminée. Ils se sont fait défoncer la gueule par l'organisation Orchis, ils ont été dispersés à travers la planète Terre, et à nouveau ils sont contraints de vivre parmi des êtres humains qui les craignent et qui les haïssent. Évidemment, chaque mutant ou chaque groupe de mutants va devoir se positionner par rapport à cette nouvelle situation, ce nouveau statu quo qu'on appelle la période post-Krakoa, qui est sous-titrée aux États-Unis sous l'appellation From the Ashes, c'est-à-dire que les mutants renaissent de leurs cendres, même si cette renaissance est un petit peu compliqué. Comme dans le premier podcast, d'ailleurs on vous remercie beaucoup d'avoir fait un si bel accueil à notre premier podcast. Voilà, merci beaucoup, c'était cool. C'était une bonne surprise. Il y a eu, il y a eu pas mal de vues, et comme quoi ces titres étaient attendus. On avait orienté notre premier podcast sous la question de: peut-on lire cette relance des X-Men sans avoir lu la période Krakoa ? Et on y avait répondu globalement positivement, parce qu'on avait trouvé que c'était tout à fait accessible, surtout si vous aviez lu la période pré-Krakoa, c'est-à-dire que si vous aviez fait l'impasse sur cette période, comme nous, c'est-à-dire que toi, Double, comme moi, on n'a pas lu la période. J'avais même fait l'impasse sur ce qu'il y avait avant. Moi, j'ai dû m'arrêter sur AVX, donc il m'a manqué des trucs, moi, mais c'est largement compréhensible. Il y a pas de souci, on rattrape bien. Il s'est passé des choses, mais c'est bien expliqué. Il n'y a pas de souci pour moi. Oui, si on a compris que Orchis, par exemple, était des gros méchants qui en voulaient aux X-Men durant cette période. Voilà, il y a eu des combats assez terribles. Voilà, si on a un petit peu de connaissance des X-Men et un petit peu de connaissance de ce qui s'est passé sur Krakoa, mais vite fait, c'est-à-dire si vous avez... moi, j'ai juste lu les 5 premiers, là, House of X et Powers of Ten. Bon, voilà, ça suffit. Franchement, ça suffit. C'est jouable et c'est totalement compréhensible. Donc ce soir, nous n'aurons pas notre regard expert de Benjamin, de Ben, parce que lui, il avait lu la période Krakoa. Ouais, il avait lu toute la période, donc il nous manquera peut-être des choses, mais bon, et puis réagissez en commentaire si vous avez des choses à dire. Exactement, n'hésitez pas. Alors, on a décidé de faire comme dans le premier podcast, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. On va éplucher les épisodes les uns après les autres dans leur ordre de publication française, c'est-à-dire l'ordre qu'a choisi l'éditeur Panini Comics. Et donc, on va attaquer tout de suite avec ce numéro 3. Comme en janvier dernier, le numéro 3 et le numéro 4 de la revue X-Men sont sortis le même jour. Ouais, peut-être avant de rentrer dans le détail pour les auditeurs qui seraient très pressés, t'en as pensé quoi, toi ? Alors, moi, globalement, c'est toujours positif, même... Je dirais même plus que le mois dernier. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça... Alors, je suis pas encore plus... C'est pas extraordinaire, mais je trouvais que le positionnement des séries le mois dernier... Enfin, je me demandais un petit peu comment tout ça allait se positionner. Là, j'ai trouvé ça encore plus clair. Et je serai au rendez-vous encore le mois prochain. Et toi, Doup ? Ça a été plus dur. Ça a été plus dur pour moi. J'ai pas trouvé de très très bons épisodes, mais on va en parler au fur et à mesure. Là, je suis très mitigé, moi. Là, pour le coup, j'irai encore la fois d'après. Après, on va voir. Après, on va voir.
Alors, faut savoir que ce deuxième mois, il est intéressant parce que nous avions, en gros, il y a quand même 3 séries principales mutantes et ensuite des séries, on va dire, secondaires. Il y a donc parmi ces 3 séries principales, il y a Uncanny X-Men, X-Men et Exceptional X-Men. Et ce qu'il y a d'intéressant dans la livraison de ce mois-ci, du mois de février, c'est que c'est l'entrée en scène en France de Exceptional X-Men. Et c'est justement par ce premier épisode que l'on va attaquer ce podcast. Juste avant, on ne l'avait pas précisé, c'était un peu, je ne sais plus si on en avait parlé la dernière fois, c'était un peu la surprise parce que je ne l'avais pas vu venir et je ne l'avais pas lu sur Facebook ni nulle part. Dans chaque numéro, vous avez, dans les 4 premiers numéros, vous aurez des ex-libris qui sont intégrés. Les 8 premiers numéros. C'est les 4 mois. Voilà, sur 4 mois, c'est ça que je voulais dire, qui sont intégrés dans la revue, et ça, on n'en avait pas parlé. Ouais, donc, c'est Scott Koblish qui reprend en fait tous les mutants, ou tous les personnages des X-Men dans une grosse lithographie, donc en 8 parties. Voilà, il ne restera plus qu'à sortir le ruban de scotch et tout attacher à la fin. Panini a eu d'ailleurs la bonne idée de ne pas nous mettre le macaron litho collection en couverture, mais plus en 4e de coupe, ce qui est plutôt bien joué. On leur serait tombé dessus si, quand je dis on, c'est pas nous, mais certains ne se seraient pas privés de leur tomber dessus s'ils avaient osé le mettre en couverture parce que c'est tellement moche ces macarons. Allez, Exceptional X-Men, Eve L. Ewing au scénario, Carmen Carnero au dessin. Dans Exceptional X-Men, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous nous trouvons à Chicago et nous retrouvons essentiellement Kitty Pryde, alias Shadowcat, qui travaille comme barmaid à la Lulu's Tavern, un bar de Chicago. Et comme elle le dit elle-même, je dérive un peu toute seule. Elle vit en coloc avec une amie d'enfance, Pretty, et son chien Mickey, et elle cherche à mener la vie la plus normale possible. Pour elle, pour Kitty Pryde, c'en est terminé de ses conneries mutantes. Elle veut se tenir le plus éloigné possible des problèmes mutants. Justement, quand il y a un problème mutant qui arrive, hein, elle prend sous son aile une jeune mutante. C'est ça. Et tout l'épisode est centré là-dessus, hein, sur Kitty qui apporte son aide à une jeune mutante. On va essayer de pas trop spoiler. Non, on va pas aller plus loin, effectivement. Et on sent bien que on va venir la retrouver, puisque à la fin se met quand même en place un personnage qui semble vouloir intégrer Kitty à sa nouvelle équipe. C'est ça. Pas plus, mais bon, de toute façon. Je dirais, c'est un peu la réflexion que je me suis faite à la fin de ce premier numéro. La couverture du numéro 3 spoil quand même vachement. Voilà, clairement, voilà, mais bon. Si vous ne voyez pas qui peut bien manigancer, c'est que vous avez loupé un truc sur la couve. Bon, alors je vais commencer par moi. Hein. Allez, hop, on est jamais aussi bien. Moi, j'ai trouvé cet épisode intéressant. J'ai bien aimé le fait qu'on soit focus sur Kitty Pryde. Et c'est un personnage un peu doudou. Hein. C'est un personnage qu'on aime bien chez les X-Men. C'était la Benjamin. Ça a longtemps été la Benjamin. Bon, elle a un peu évolué quand même aussi avec le temps. Moi, j'aime bien cette idée qu'on démarre par cette fille qui a l'air cassée, brisée. Apparemment, Ben nous avait dit qu'elle avait vécu des trucs vraiment pas cool sur Krakoa. Ça nous est un petit peu raconté d'ailleurs, hein, effectivement. Ouais. Donc, elle a dû faire des choses. On la retrouve. Alors là, on est très sur période Claremont avec les Extreme X-Men, puisque ça se passe à Chicago. Elle était déjà barmaid, donc il y a tout un petit clin d'œil en fait à la Kitty de Chris Claremont quand il était revenu sur les X-Men et qu'il avait fait Extreme X-Men. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça vraiment pas mal aussi. J'ai noté, en fait, je trouve que c'est intéressant parce qu'on place sous la loupe un petit peu les fractures de ce personnage et en même temps, on réinterroge, je trouve, de très belle façon la raison d'exister des X-Men, hein, c'est-à-dire pourquoi ils sont là. Et pourquoi, quand ils ont envie de tout laisser tomber, en fait, quelque part, c'est pas dans leur ADN, au-delà de leur gène mutant, c'est pas dans leur ADN de laisser tomber les autres. Oui. Et j'ai trouvé ça, c'est classique, ça révolutionne rien, mais c'est plutôt bien fait. Ça m'a fait marrer parce que, en fait, du fait qu'elle soit barman, on apprend plein on n'apprend pas trop, mais dans la scène d'exposition, moi, je sais pas ce que c'est un mimosa, je sais pas ce que c'est un michelada.
Et voilà, donc j'apprends des noms de cocktails dont j'ignorais tout, et c'est plutôt rigolo. Voilà. Non, et puis les dessins de Carmen Carnero. Alors moi, j'ai pas dû lire de Heavy Wing beaucoup, voire pas du tout, donc je connaissais pas. Je trouve que pour l'instant, la caractérisation de Kitty, parce qu'il y a quasiment qu'elle et la jeune fille qu'elle sauve, ça marche plutôt bien. Et puis les dessins de Carmen Carnero, ouais, ça envoie du pâté, donc c'est limite pour moi les meilleurs dessins que j'ai pu voir de relance de série X-Men, quoi. La seule chose que j'ai trouvé bizarre, alors je sais pas si tu as eu la même impression que moi, c'est que la fin de l'épisode est bizarre. Alors oui, mais ça, tu sais, c'est cette fameuse image en plus qui devait être disponible par QR code. Ouais, mais là c'est bizarre. Alors je t'explique pourquoi je trouve ça bizarre, parce que l'épisode se termine, Kitty est à nouveau dans son bar, on a un panneau fin, et derrière, pouf, on est sur une scène finale qui se trouve à LOL JK, voilà, oui. dans un hôtel particulier, je pense. Bon, on a cette scène, et on revient sur Kitty Pryde, on revient sur le personnage qui est dans cette dernière scène, et ensuite on rebascule sur une capture d'une appli avec un autre mutant, et là enfin c'est la fin. Et j'ai trouvé que c'était totalement décousu sur ces 5 dernières pages. Je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe, quoi? Pour moi, j'en suis pas sûr, il faudrait demander, peut-être que Ben il nous dira dans les commentaires. Pour moi, la fin, la dernière page qui sort de n'importe où, pour moi c'est cette espèce de truc qu'on pouvait avoir avec les bonus en flashant un code barre, les fameuses pages numériques de Marvel. Pour ça qu'elle n'a pas de grand rapport avec le pâté. Mais, si je peux me permettre, dans le mois dernier, il me semble bien que c'était indiqué page bonus. Et là, on n'a pas d'indication, tu vois. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais je pense que tu dois avoir raison, parce que sur l'avant-dernière page, on a un petit X sur fond rouge qui nous indique la fin de l'épisode. Et sur cette page-là, il y a à nouveau ce petit X. Je pense que ça doit être ça, moi. Je pense que ça doit être ça. Bon. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien, cet épisode. Après avoir, parce que du coup, là, on n'a rien construit. On va pas voir un petit peu ce que c'est que le thème de la série. On comprend. Moi, alors, je suis pas du tout spoilé. Je sais pas du tout ce qui se passe après. Je pense qu'on va être dans un truc un peu à la génération X. Pour moi, ça me fait un peu penser à ça. Je sais pas, on verra, avec une nouvelle génération de mutants qui va être aidée par d'autres. Non, c'est vraiment une réussite, ce premier épisode. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que du coup, je reviens un peu sur ce que je disais, c'est que la couverture du magazine spoil en fait ce qui va se passer. C'est-à-dire que Kitty Pryde est sur la couve, la jeune fille qui vient demander, qui tombe dans les bras de Kitty Pryde est sur la couve aussi. Et puis il y a 3 autres personnages qu'on n'a pas encore vus, sauf un, quoi. Voilà, c'est ça. Et bon, c'est un peu dommage, mais en même temps, je suis en train de regarder les couvertures alternatives, et elles spoilent pas toutes, mais en même temps, celles qui ne spoilent pas étaient pas forcément sublimes. Voilà, donc effectivement, Panini pouvait pas vraiment s'en sortir. Je trouve ça un peu dommage. Bon, voilà, mais ça reste quand même un chouette. J'ai trouvé que c'était plutôt chouette. On passe au suivant. C'était vraiment, c'est bien. Moi, c'est pour moi la meilleure série des 2 mags. Voilà, ça a commencé plutôt pas mal. Wolverine 1. Alors Wolverine 1, oui, parce qu'il y a aussi une série Wolverine. Wolverine a beau apparaître dans Uncanny X-Men, il a aussi évidemment sa série solo. Et dans sa série solo, cette histoire se déroule dans le nord-ouest, le grand nord-ouest du Canada. Logan a un peu régressé au niveau animal. Il a rejoint une meute de loups après la destruction de Krakoa. Ouais, alors c'est pas très cohérent avec ce qui se passe ailleurs. Moi, ça me gêne déjà. C'est vrai, je suis assez d'accord. Et il est traqué. Alors, il est recherché par deux personnes. D'abord, il est recherché par Cyber, un psychopathe tout droit sorti des années 90 qui tue des loups et qui tue des êtres humains juste. Création de Peter David et Sam Kiss, Cyber, dans les Marvel Comics présentes, en fait. Et puis après, il est revenu dans les X-Factor du même Peter David, me semble-t-il. Personnage qui m'a jamais intéressé, moi, Cyber.
Bon, c'est très 90 là, pour le coup. Ouais. Voilà. Et il est aussi recherché par Diablo, qui vient chercher à le convaincre de revenir parmi les X-Men. Il lui ramène même son joli costume jaune pour lui dire « Hey copain, reviens ». Ce qui explique aussi pourquoi on le retrouve du coup dans Uncanny X-Men. Et c'est peut-être justement le chaînon manquant qu'on aurait pu trouver. Voilà, donc qu'est-ce que tu en as pensé? Rien. Alors, c'est scénarisé par Saladin Ahmed et c'est dessiné par Martin Coccolo. En fait, il se passe rien. J'ai trouvé ça très, très creux, très, très fade. Globalement, c'est Wolverine, il est avec des loups, Cyber arrive, ils se battent, c'est très bien, Wolverine va revenir. Les dessins sont corrects, j'irai pas plus loin que ça. Je suis pas fan. Ouais, j'ai totalement oublié ce qui se passe et vraiment, je trouve qu'ils n'ont pas réussi à faire ressortir. Enfin, Saladin Ahmed est un scénariste que j'ai beaucoup aimé au départ. Moi, il avait fait une mini-série Black Bolt que j'avais trouvé à tomber par terre. Son Daredevil actuel est une purge totale. C'est vrai Voilà. qu'il n'y a pas grand-chose à sauver. Ça faisait quand même bien longtemps qu'on n'avait pas vu un Daredevil aussi mal en point en termes d'intrigue. Et là, pour le coup, c'est un récit de Wolverine. Ça pourrait être limite une histoire solo qui serait une fin ou dans un truc dans une anthologie. Je vois pas la direction de la série, clairement, là, on la voit pas. Ouais. Bon, on l'a pas dit, mais au-delà de ces interactions avec Cyber et avec Diablo, il y a aussi une entité qui surveille a priori tout ça de loin et qui va intervenir d'une certaine manière dans le prochain numéro. Clairement, Wolverine, moi, c'est déjà un personnage qui m'a rarement intéressé. Là, disons que les artistes dessus réussissent pas à m'y intéresser plus que ça, quoi. Moi, j'ai noté que, bon, évidemment, il y avait une ambiance très 90s qui revenait avec Cyber. Hein, ça nous rappelle la période Image avec ses bras chromés, et puis ce côté badass. Là, il a une peau en adamantium, c'est quand même un truc, donc, en termes de combat, voilà, c'est des griffes en adamantium contre une peau en adamantium, c'est vachement bien. Non, j'ai aussi noté que c'est peut-être le titre le plus violent de l'ensemble pour l'instant, graphiquement, parce qu'il y a du sang, ça saigne, il y a des membres coupés, enfin, voilà, maintenant, ça reste, le dessin de Coccolo, il reste quand même très, très propre, et il aurait mérité peut-être d'être un peu plus scratchy, un peu plus brouillon, peut-être pour faire ressentir un peu plus cette violence. Tu vois, un truc que j'avais raté, c'est qu'ils mettent, cette histoire se déroule avant X-Men 1 et Uncanny X-Men 1. Et tu le vois où, ça? Dans les crédits. Au début, à la fin? Dans les crédits au début, page 3. Ouais, tiens, j'avais pas forcément fait gaffe. Bon, ça va, on excuse alors. Ouais, allez, on dira rien, il n'y a pas besoin d'un mot des parents. Non, et le dernier truc que j'ai repéré, moi j'ai fait une analogie avec l'épisode précédent d'Exceptional X-Men, c'est-à-dire que dans les deux cas, on a un mutant qui s'est isolé du monde, qui veut plus entendre parler des autres mutants, et que finalement on vient chercher pour refaire partie du monde mutant. Donc c'est des épisodes de recomposition après la catastrophe Ortis lors de la période Krakoa. Donc finalement, quelque part, entre Kitty Pryde et Logan, c'est le même combat, entre guillemets, pour l'instant, sauf qu'il y en a une, c'est plus dans la ville, et l'autre, c'est plus dans le milieu sauvage. Voilà. Il y en a une qui est bien faite et l'autre non. ouais. Bon, après, on a vraiment droit à ce que j'imagine être une page bonus avec un vieux personnage lié à Wolverine. Possiblement. Bon, on verra bien ce que ça donne. Mais bon, je suis pas aussi négatif que toi. Moi, je me suis laissé porter par le truc. Clairement, les épisodes de Wolverine tout seul, j'ai jamais trouvé énormément d'intérêt. Non, moi non plus. Et ce côté au début où il est avec les loups, on vient le chercher, bon, ma foi. Ah oui, mais ça dure 4 pages, quoi. Oui, je suis d'accord. Après, c'est du combat contre Cyber, donc c'est rigolo, c'est récréatif, quoi, mais ça va pas. Ouais, tu vois, moi j'ai ça en premier numéro, je prends pas la suite, quoi. Ah bah oui, si j'ai que ça en singles à je sais pas combien, oui, clairement, je suis pas. Mais dans ce recueil, ça me dérange pas. Ça me c'est l'avantage des recueils. Hein. C'est l'avantage des recueils.
Allez, on passe à la suite. X-Men 3. Alors là, pour le coup, les deux premiers, on a parlé déjà des deux premiers épisodes dans le podcast précédent. On en apprend un petit peu plus sur les raisons pour lesquelles Cyclops et ses X-Men ont récupéré la Factory en Alaska. On comprend qu'il s'agit en fait d'une espèce de dédommagement suite à un procès qui aurait eu lieu entre Scott Summers et les États-Unis. Ouais. On apprend tout ça pourquoi ? Parce que un certain agent Lundqvist du Bureau des urgences nationales, ça remonte à très loin, hein, ça dans le temps, dans les X-Men, lui donne rendez-vous à Cyclope dans un diner pour discuter, mais en fait tout ça n'est qu'un leurre, puisque ces hommes sont en train d'attaquer la Factory pour mettre la main sur Cerebro. Voilà. Oui. Bon, alors, moi j'ai un souci avec... j'aime bien les X-Men, j'aime bien ces X-Men-là. Je vais d'abord commencer par ce que j'aime pas. Mais j'ai deux soucis. C'est que je trouve toujours ça très brouillon. C'est-à-dire que j'ai l'impression parfois que je suis obligé de relire des scènes 2 fois pour comprendre ce qui se passe, alors que c'est quand même pas très, très, très compliqué ce qui se passe. Oui. Et puis, j'ai un deuxième problème, c'est que quand tu as un line-up qui contient Cyclope, le Fauve, Magneto, Psylocke, Kid Omega, Temper, Magie et le Fléau, et que t'es pas foutu de créer d'interactions un peu développées, et que t'es pas foutu de développer un peu tes personnages ou de les faire échanger de manière un peu dynamique, c'est quand même dommage, quoi. Enfin, là, je trouve que dans cet épisode, ça manque drastiquement. Ça s'arrangera un peu plus tout à l'heure, parce qu'il y aura un épisode 4 tout à l'heure, mais là, j'ai trouvé que c'était quand même dommage. C'est ce que je te faisais remarquer dans le premier podcast, c'est-à-dire que ils se parlent pas entre eux, si ce n'est quand pour se donner attention derrière toi ou voilà. Alors il y a un petit développement sur Cyclope, il y a cette idée du procès, on ne sait pas ce que c'est, on va le découvrir. La fin où on voit Cyclope qui est pas dans une grande forme me fait espérer un peu. Mais clairement, on a l'impression on peut remplacer n'importe lequel des persos dans la Factory. Vous pouvez remplacer Magic par Psylocke, par ce que vous voulez. Ça change absolument rien, quoi. Clairement, il n'y a pas des masses d'interaction entre eux, quoi. Alors, Temper et Cyclope sont un peu plus mis en avant dans cet épisode. Voilà. Tout à fait. Et puis, il faut quand même le dire, moi, mon gros souci, c'est Ryan Stegman, quoi. Alors, c'est vrai que là, c'est d'autant plus patent. Alors, en plus, comme tu le sais, moi, je suis en train de lire sa période Venom. J'ai mis la main sur les trois Deluxe là, qu'il a fait avec Donny Cates. Bon, moi, j'apprécie, mais dans la mesure où je lis ces épisodes de Venom et que en ce moment, je peux vraiment comparer. Et là, pour le coup, alors est-ce que c'est l'ancrage de Livesey qui fait qui dénature un peu son trait ? Est-ce qu'il a un peu perdu ? Mais j'ai l'impression qu'il est en train de se transformer en Frank Miller, quoi. Mais Frank Miller de maintenant, quoi. Ouah, quand même pas. Là, c'est vachement dur. Sincèrement, il y a des visages, c'est pas beau, quoi. Vraiment, je trouve ça hyper moche, quoi. Le Cyclope qui mange. Sincèrement, regardez la 4e de couverture. La 4e de couverture. Enfin, la fin. Oui, d'accord. D'accord. La gueule de Cyclope, moi, ça me fait vraiment penser à du Miller, mais du Miller de maintenant, quoi. Même à l'intérieur, de temps en temps, il y a des visages de magie, par exemple. C'est dégueulasse. Pardon. C'est pas beau. Ouais. Vraiment pas beau. Ils sont pas fabuleux, quoi. Donc, du coup, moi je trouve que là c'est assez faible en fait. C'est-à-dire que alors ok, on a un Cyclope qui a l'air intéressant, c'est ok, très bien, mais pour le moment, les interactions entre les persos, il y en a pas. On en est déjà à l'épisode 3. Les dessins ils sont pas beaux. Pourtant il y a tout pour réussir là. Il soulève des mystères, il installe des trucs, enfin ce procès Cyclope contre les États-Unis. Voilà, heureusement qu'il y a ça. Il y a ça, et puis ce bureau national des urgences qui déboule pour essayer alors, là, moi, je pense que j'ai un problème, mais plus global, et je pense que ce sera ma conclusion aussi. C'est que clairement, là, ils nous sortent des méchants. La fois d'avant, je sais plus ce que c'était. Là, c'est le bureau machin. C'est des méchants qui sont pas du tout intéressants, je trouve. Moi, c'est très très faible en opposition. Y a personne qui ressort un peu du lot. Et ça, c'est à force d'avoir voulu faire peut-être trop de séries d'un coup.
Même le méchant qui apparaît sur la première page de l'épisode. Le fantôme, ouais, c'est un vieux perso. Comment ils sont en train de l'appeler? Attends, parce que c'est pas le fantôme, c'est Vanisher. Oui, c'est le fantôme. C'est le fantôme. Bon, bah, il apparaît juste là, puis après, ouais. Voilà, il a une ligne de dialogue pour faire un peu genre on est badass. Ouais. Mais derrière, ça bouge pas des masses, il ne réapparaît même quasiment pas. Voilà. C'est très très superficiel pour le moment en fait. Donc à suivre, mais c'est une série qui commence à peiner. Et c'est dommage parce qu'il y a des bases quand même intéressantes. Donc et puis il y a quelques bonnes idées, mais à un moment il faut travailler les personnages. Si on les a mis là, c'est bien parce qu'ils doivent interagir. Et là, pour l'instant, ils font rien. On a l'impression que c'est des soldats, quoi. Donc. En même temps, ils sont dirigés par Cyclope. Ouais, mais bon. Ouais, allez, je sais pas. J'attendais mieux. On passe au suivant ? Ouais. X-Force 2, nous avions déjà parlé du premier dans le précédent podcast. X-Force, rappelons que c'est cette équipe de mutants proactifs qui se déplace à travers toute la planète sous le commandement de Forge et de son appareil appelé l'Analogue, qui lui signale tous les risques de catastrophes à venir. Et donc, il déplace sa petite équipe de super-héros mutants pour prévenir ces catastrophes. Ouais. Et cette fois-ci, nous nous retrouvons au Wakanda. Leur avion explose en vol, ils se retrouvent totalement dispersés dans la jungle. Seuls Forge et Sage sont sortis indemnes, et quand ils reprennent leurs esprits, ils découvrent que leurs coéquipiers ont changé d'aspect et que une espèce de magie bizarre est en train de transformer toutes les personnes du coin en des versions alternatives, médiévales, africaines, on comprend pas trop bien qui sont ces personnes. Non, mais on est un peu comme les personnages, c'est-à-dire qu'au début on se demande mais qu'est-ce qu'ils foutent là. Seule façon de a priori lever le sortilège, c'est de remettre la main sur un artefact magique qui s'avère être un tambour. Et autant vous dire sans vous spoiler qu'ils y arriveront, et à la fin de l'épisode on apprend qu'ils devront aller au Cambodge pour le prochain tour pour sauver à nouveau le monde. Pour l'instant c'est une série qui tient en fait son concept de départ, aussi faible soit-il, mais qui est de faire une équipe de proactifs qui se déplace pour sauver en cas de grosses catastrophes à venir sur toute la planète. Et encore une fois, le problème c'est que c'est des menaces jetables, quoi. Donc on a un petit peu de mal. Là, moi, ça m'a pas du tout intéressé, la partie sur le Wakanda avec ces changements, tout ça. Je trouve que ça arrive trop vite pour un épisode 2, alors que l'équipe est à peine construite. Il y a ce truc autour du personnage qui s'appelle Tank. On sent qu'il y a quelque chose de caché derrière. Voilà. Tout à fait. Il ressemble trop à Colossus. Colossus, mais la barre, c'est le gros bourrin de l'équipe. Voilà. Mais, non, mais pour moi c'est Colossus. Mais encore une fois, j'ai pas lu les autres épisodes, donc voilà, ça peut être n'importe quoi ou c'est. Ouais, ça se lit. C'est super. C'est très bien dessiné parce que Marc Cousteau, il est très bon. C'est ça. Ouais, l'histoire, ils arrivent, ils se battent. Mais le problème, c'est un peu contraint dans les murs. Enfin, c'est-à-dire que je trouve que c'est un peu à l'étroit. C'est-à-dire que ça mériterait d'avoir peut-être le double de pages pour pouvoir s'étaler plus. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'appelle moi les menaces jetables. C'est-à-dire, vous avez une menace sur 10 pages, et puis à la fin, ils ont gagné. Et puis on passe à une autre menace, et puis voilà. Et du coup, ça contredit un peu l'idée que ce sont des menaces mouse costaud, puisque si on peut les vaincre en 10 pages, c'est un peu dommage. La seule chose que je n'ai... Alors, il y a une référence à d'anciens épisodes, Uncanny X-Men 189, 191, et puis X-Men et Alpha Flight, dans cet épisode, au sujet de ce j'ai pas compris artefact. Pourquoi, moi. Mais alors, j'ai été incapable de comprendre la référence, quoi. C'est-à-dire que on a des souvenirs, mais surtout alors le X-Men et Alpha Flight, moi je me rappelle que c'était un plan de Loki qui avait pris la magie, qui avait là c'est juste là je l'ai pas vu moi en fait cette référence. Et les Uncanny X-Men dont il parle, alors ça je suis à peu près certain, je vais le vérifier en même temps que je vous parle, je suis désolé si vous m'entendez taper sur mon ordinateur, mais je pense que ça fait référence à une voilà, c'est cette série c'est cette mini-saga
sous la période Claremont, où on a un sorcier du Moyen-Âge qui remodèle tout New York façon Moyen-Âge. Le sorcier de Conan. C'est le sorcier de Conan, voilà, c'est ça. C'est Ugengarf ou je sais plus. Voilà, un truc comme ça. C'est un truc, il y a peut-être Garf dedans. Enfin, je vieillis, je ne retiens plus les noms. Ah, mais non, Stéphane, alors n'oubliez pas le hashtag un dentier pour double. Non, moi, l'avantage, c'est que j'ai jamais retenu les noms. Alors, du coup. Ou j'étais peut-être déjà vieux à la base, hein, ça doit être ça. Tout ça pour dire que c'est un peu dommage parce que l'idée est pas mal, mais voilà, effectivement, en 20 pages, c'est un peu compliqué de faire une menace qui soit un tout petit peu crédible. Et du coup, en fait, ça donne vraiment pas d'intérêt à la série, quoi. Hormis le dessin. Hormis le dessin. Et là, quand même aussi, à moins que ça soit plus dans l'épisode suivant. Non, ça sera plus dans l'épisode suivant. J'allais parler de Betsy et de Rachel, mais ça sera plus pour l'épisode suivant. On y reviendra tout à l'heure. Là, c'est plutôt centré sur Sage, qui est un personnage que j'aime beaucoup, moi. Mais ouais, ça reprend aussi un peu le Extreme X-Men. Ça reprend ce look-là. Tout à fait. Bon, voilà. Je suis... série jetable pour le moment, si je devais la résumer. Passons à NYX numéro 2. Alors, autant le premier numéro, si je me souviens bien, était quasiment totalement consacré à Kamala Khan, alias Miss Marvel, autant ce numéro-ci est quasiment entièrement consacré à Wolverinette, alias Laura Kinney, ou je sais plus. Kinney, et c'est X23, enfin... Ouais, c'est X23, voilà, je cherchais. Scénario de Jackson Lanzing et de Colin Kelly sur des dessins de Francesco Mortarino. Donc, X23 qui, dans le New York mutant, et notamment le New York Underground, va tenter d'infiltrer un groupe de criminels afin de rencontrer Monsieur Friend, qui a l'air d'être un mystérieux boss qui tire les ficelles dans l'ombre. Qui est-il? Quelle est son identité? X23 va-t-elle réussir à le rencontrer et tirer tout ça au clair? Nous le saurons au bout de ces vingtaines de pages, mais après tout, ne vaut-il mieux pas aller s'éclater en boîte? Est-ce que c'est pas plus cool? Telle est la question. Alors, j'ai rien compris. Je dis ça parce qu'en fait, on a un épisode. Bon, toi, tu comprends parce que tu l'as lu, mais on a un épisode de track où il faut s'infiltrer dans un groupe et dans un gang underground, et ça finit par une page où tout le monde est en boîte et tout le monde danse. Alors, du coup, je me suis dit, mais c'est la fin, elle est bizarre quand même. Enfin, je n'ai rien compris. Alors, j'ai rien compris à cet épisode. Je suis sensible quand même. Non, mais je vois pas la transition en fait entre ce qui se passe dans dans les deux. Ah non, mais il y en a pas. 3 pages avant la fin, et puis elle qui se dit bon, finalement, je vais aller danser, c'est cool. Et oui, alors j'ai pas compris. Alors, soit elle est manipulée. Et c'est une vue de son esprit alors qu'elle est manipulée, et donc on en saura un peu plus la fois prochaine, mais j'ai pas l'impression que ça soit ça, quoi. Tu vois. Non, et ça tombe vraiment là comme un cheveu sur la soupe. Cependant, c'est pas très beau, c'est pas très bien dessiné, hein, on va pas se mentir. Hein, la dernière page, elle est dégueulasse. Hein, ouais, fond du disco là, c'est vraiment pas beau. Cependant, ce qui est cool, c'est que ça nous permet de découvrir l'underground criminel de New York mutant, et ça, c'est plutôt bien foutu, je trouve. Oui, et puis on retrouve le fameux signe M. Il y a la langue krakoane qui est toujours vivante. Par exemple, elle est utilisée en devanture d'un nightclub. Donc, je trouvais ça que ça, c'était pas mal. Après, autant ce qui se passe dans l'action, moi, elle m'a pas vraiment convaincu, mais on sent qu'il y a du fond dans cette série. C'est-à-dire que vraiment, l'ambiance, c'est du genre, nous, après ce qui s'est passé, on est vraiment déprimés, nous les jeunes, et on a besoin de se retrouver entre nous. Cet esprit-là, vraiment, je le trouve très, très réussi. Après, l'aventure en elle-même, j'ai plus de mal, surtout cette transition que je ne comprends pas. Ouais, l'avant-dernière page, ouais. C'est vrai que c'est bizarre. Et puis, il y a une surprise, on va pas spoiler. Hein, oui, on va pas spoiler, mais c'est un personnage connu. Pareil, moi, je me suis dit à un moment, tiens, ça va peut-être être le grand méchant de la série. Et j'ai peur qu'on le revoie pas, moi, en fait. Ah si, on peut penser qu'on va le revoir, parce que vu comment la scène se termine, je sais pas. Je pense.
Moi, je trouve qu'on est aussi dans un épisode, mine de rien, qui, à travers X-23, explore les blessures et les désillusions aussi de la période Krakoa. Ah bah clairement, voilà. clairement. Et ça montre comment le monde ça le fait très bien. Ça réussit très bien ce coup-là. C'est ce que je dis. En fait, le fond de la série qui est un petit peu déprimé, dépressive, ça marche. L'aventure en elle-même, j'ai plus de mal, quoi. Et je suis pas fan des dessins. Vraiment, je suis pas fan des dessins. Moi, je trouve ça pas mal. Voilà, ça me dérangeait pas. Allez, Phoenix 2. Moi, j'avais bien aimé le premier épisode. Toujours au scénario Stephanie Phillips, au dessin Alessandro Miracolo. Dans Phoenix 2, Jean Grey, en bon vieux Saint-Bernard cosmique, s'attelle à sauver le plus de gens possible dans l'espace. Et quand tout d'un coup, Corsair déboule. Alors Corsair, rappelons-le, c'est quand même un petit peu son beau-père, puisque Corsair, c'est le père de Cyclope. De Cyclope, et qui est un pirate de l'espace, un petit peu roublard, tout ça. Il a été abandonné par les Starjammers, son vaisseau a été détruit et il vient chercher de l'aide pour sauver des esclaves qui sont aux mains de l'Ordre Noir, c'est-à-dire Proxima et Nain Noir. Ouais, les méchants de Thanos, la garde rapprochée de Thanos. T'en as pensé quoi ? Est-ce que ça t'a convaincu ou pas ? C'est pas le pire. Je trouve qu'il y a les dessins, je les trouve pas... d'une page à l'autre, ça change, j'ai l'impression. Je les trouve pas très réguliers, les dessins. Surtout au niveau des visages et des styles. C'est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'on est dans un post Stuart Timonen dans ce style-là. Ça fait penser à du Coppel aussi. Si, oui, voilà. Et puis il y a des dessins un peu moins réussis, moins travaillés. C'est un peu vide. C'est pas désagréable à regarder, hein, loin de là. Ouais, c'est pareil. C'est très jetable. Hein. On a du mal à... Moi, j'ai du mal à m'intéresser aux méchants de la série, quoi. Moi, je trouve que la réunion de Jean Grey, Corsair, elle est intéressante parce qu'elle nous met en fait face à deux personnages qui cherchent en fait à une certaine rédemption par rapport à leur passé. Et il y en a un qui a essayé. Pas vu comme ça, moi. Voilà, il y en a un qui a essayé, apparemment ça n'a pas marché, et il y en a une qui est en attente justement de cette rédemption. Et donc il y a ce côté, ils sont en miroir l'un de l'autre. Moi, il y a juste une scène qui m'a un peu, ce côté où il se balade à poil devant elle, j'ai trouvé que c'était un peu limite, quoi. Enfin, alors je vais avoir l'air un peu vieux con, réac, et bon, voilà, mais. Je sais pas, quoi. Enfin, il y a quand même. Tu te balades pas à poil devant ta belle-fille, quoi. Enfin. Mais. Alors, ça va avec le personnage, peut-être un peu genre Corsair de l'espace, beau gosse. J'ai l'impression. Ça m'inquiète, moi, parce que ça veut dire que clairement, on a voulu mettre un peu d'humour, ça y va à la truelle. J'ai pas trouvé que ça manquait de finesse sur cette scène-là, alors que. Je connais pas Stephanie Phillips, je sais pas du tout ce qu'elle a fait avant. Par contre, en fond, il y a cette histoire avec cette gamine extraterrestre, la Adani, qui face à Pericus, il y a quelque chose qui est en train de se construire à ce niveau-là. Ouais, ça ressemble un peu à un truc Thanos Gamora, quoi. Un peu de ça, on va bien voir effectivement, j'avais pas pensé à ça de cette façon. Mais à voir. À voir. Et nous sommes arrivés à la fin de ce numéro 3. Alors, pas tout à fait, parce que nous avons une grosse galerie de couverture, avec plein de dessins. Donc, si vous aimez les alternate covers, vous allez être ravis. Si, comme moi, vous n'en avez rien à faire, ça va être de la place de perdu. Et puis, ils sont pas tous très réussis. Hein, toutes les la vache, la couverture de John Romita Jr. sur Wolverine 1, elle picote les yeux quand même. Hein. Fou, il n'y a pas que ça, moi, qui picote. Hein, je t'avoue... Là, les couvertures d'Exceptional X-Men, à part celle de Joel Jones, voilà. Moi, je trouve que celle d'Elizabeth Torque, moi, je la trouve pas trop moche. Ouais, non, j'aime pas du tout. Voilà, mais bon, écoute, mais bon, la vache, la John Romita Jr., ouais. Ouais. C'est quoi ce Wolverine? Elle pique, mais bon. Mais rendez-nous le vrai John Romita Jr. On ne critique pas celui qui vient d'avoir un prix à Angoulême 10 ans trop tard, mais... Sa carrière.
Voilà, c'est ça. La carrière, la carrière, là, c'est pas beau. Hein. Et donc voilà, un 3e volume qui, avec pas mal de séries où on se dit, si je l'avais pas lu, ça aurait rien changé pour moi. Moi, je mets en avant quand même Exceptional X-Men. Oui, clairement. Un petit peu le fond de NYX quand même. Ouais. Et un petit peu quelques intrigues des X-Men, mais bon, le reste, Wolverine, X-Force, Phoenix, pour moi, c'est quasi lu, quasi oublié, quoi. Allez, passons au tome 4. On avance. Tome 4. On avance. Allez, on avance parce que ça fait déjà bien combien ? Ça fait presque 40 minutes qu'on y est. Ouais, mais on va faire l'heure, tu vas voir, on va tenir. Oui, alors attends, parce qu'il y a des choses à dire aussi sur ce tome 4. Alors, sur ce tome 4, on démarre direct par le tome 2 de Uncanny X-Men qui était jusqu'à présent une des séries qui sortait du lot, sur les 2 premières livraisons du mois de janvier. Et on a 2 épisodes qui suivent, les 2 et 3. C'est ça. Alors, on démarre par un Charles Xavier jeune étudiant. Donc, c'est un flashback où il rencontre une fort jolie blonde très entreprenante qui s'appelle Sarah Gant. Ouais. Et nous retrouvons aussitôt, une fois la page crédit passée, en Louisiane, à Haven, où Malicia Gambit et Logan font une bien étrange rencontre puisqu'ils affrontent des adolescents avec des pouvoirs. Ouais, qu'on avait vu dans l'épisode 1 un petit peu, vite fait. Et alors évidemment, la grande tradition marvelienne, ils se foutent sur la gueule. Après, ils discutent. Après, ils discutent et on apprend qu'ils sont poursuivis par un méchant personnage qui s'avère être la sorcière. Et très rapidement, nous comprendrons que la sorcière est de mèche avec Corina Ellis, la directrice de la prison c'est là où il y a le manoir Xavier, en fait. Hein. C'était le manoir Xavier, Greymalkin. Voilà, c'est anciennement le manoir Xavier. Et donc, on va éviter de tout spoiler. Mais, et dans le 2e épisode, nous avons droit aux origin stories des 4 nouveaux personnages qui sont apparus. Et nous apprenons que Logan va quitter le groupe parce qu'il ne veut pas être mentor. Il ne veut plus être mentor. C'est plus pour lui. Il est trop vieux pour ses conneries, ou plutôt selon lui, il n'est pas suffisamment efficace. Et donc, en se barrant, il va croiser la route de la fameuse sorcière et ça va pas forcément très bien se passer pour lui. Voilà. On sent bien que là, on est vraiment sur un aspect école, Charles Xavier. Pour moi, c'est vraiment le titre X-Men par excellence. On va prendre des jeunes, on va leur apprendre à gérer leurs pouvoirs. On va rouvrir l'école. Moi, c'est ce qui me semble ressortir de là. Je suis plus déçu par ces épisodes-là que par le premier que j'avais trouvé plutôt bon. Ah ouais. Ah, moi je trouvais que c'était intéressant parce qu'on positionne ces nouveaux personnages donc qui viennent rejoindre les X-Men, donc Logan, Malicia Gambit. Donc je trouvais ça plutôt bien amené. Moi c'est plus cette intro avec cette Sarah et ce Charles Xavier, j'ai soupiré en me disant allez c'est bon, encore une histoire d'amour entre Xavier, encore un cadavre dans le placard. Qui sort de nulle part en plus, bon qui va revenir puisqu'elle a un truc dans l'histoire, elle revient tout de suite. Elle a un rôle à jouer, mais en fait moi j'ai pas du tout accroché aux 4 nouveaux en fait. Il faut leur laisser le temps de se déployer. J'ai pas été impressionné par leur origin story. Qui est très court. Leur pouvoir, je les trouve pourris. D'ailleurs, il y en a un, je sais pas ce qu'il a comme pouvoir. Le grand, là. Je crois qu'il est argentin ou. Rançon. Ouais, c'est une bonne question. J'avoue je sais pas ce que c'est ses pouvoirs. Je ne me souviens plus. On les voit pas. Et c'est ce qui m'embête. Je suis un peu déçu là. Moi, je suis un peu déçu par ces épisodes-là. Et puis, alors là, pour le coup, je comprends pas. C'est le même dessinateur, David Marquez, qu'on avait dans l'épisode 1. Oui. Ah oui, je te confirme. Ça se voit complètement. Enfin, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai eu l'impression d'une baisse de niveau, mais incroyable. Ah non, moi je trouve pas. Je suis pas d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il est parti manga. Alors que j'ai pas du tout eu cette impression-là. Ah si, dès le comment dire. Ah ouais, moi je trouvais que ça se voyait tout de suite. D'accord. Tu vois. J'ai un petit peu plus de réserve là. Moi niveau dessin, j'ai pas été très convaincu.
Et sans spoiler, on en apprend un peu plus sur les détenus de la prison Greymalkin. C'est-à-dire qu'on a deux noms, en tout cas, de prisonniers. Oui. On sait enfin qui est le mystérieux prisonnier qui se trouve à Greymalkin. Et puis, une prisonnière dont on ignorait tout, d'ailleurs, dont on en sait un petit peu plus. Moi, j'ai bien aimé ce petit côté... il y a cette séance d'entraînement avec les nouveaux. Ils ont recréé une espèce de salle des dangers. Alors, bah, c'est ça, voilà. c'est ça. Et donc, il y a cette petite touche un peu Claremont-esque où cette scène où Malicia discute avec Logan au petit matin. C'est les X-Men classiques. C'est les X-Men classiques. Par contre, le truc que moi, j'ai pas compris, enfin, que j'ai trouvé assez mal amené, c'est quoi cette histoire d'œil d'Agamotto avec Gambit, quoi. Enfin, Ah bah là, je pense qu'on a raté des choses. Alors, soit on a raté des choses, soit ça va être un développement à venir. Parce qu'à un moment donné, Malicia lui dit, bon, allez, range ton truc, là, voilà. Et donc, moi, je le sens plus comme quelque chose qui va arriver par la suite. Voilà. Je sais pas si ça vient de Krakoa, je t'avoue. Bah, l'œil d'Agamotto, c'est celui qu'ils ont récupéré sur le serpent à plumes géant de l'épisode 1. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, un dentier pour d'autres, n'oubliez pas. Ouais. Mais comment dire, non, ça vient de là. Alors à mon avis, ça va se déployer dans le après. Et puis il y a un autre aspect sur les pouvoirs. Moi, c'est pas tellement le grand Black là qui. Moi, c'est plus mais le cheval avec la blonde. C'est quoi son pouvoir et pourquoi elle crie Chevalier Pégase? Pourquoi alors il y a des ailes qui apparaissent. Ok, mais en fait, concrètement, leur pouvoir, c'est quoi? Ça va peut-être un chouïa vite. Il y en a un que j'ai bien compris, c'est l'asiatique qui fait revenir des morts, qui fait revenir des esprits et des morts. Bon, ça j'ai pigé. Moi, j'ai trouvé, voilà, ça m'a plu, ça me plaît bien. C'est plutôt cool comme épisode. Ouais, je suis un peu déçu, moi. Je t'avoue que c'est ce qui m'a refroidi, moi. Là, je me suis dit, j'ai pas accroché aux 4 nouveaux persos et ils ont. C'est quand même eux qui ont la lumière. Après, on sent que ça a vraiment envie de surfer sur vraiment l'école Xavier, quoi. Les X-Men classiques. Je fais quand même confiance à Gail Simone et puis vraiment David Marquez, j'ai pas été. Moi, son look de la sorcière, par exemple, je trouve que ça passe bien. Hein. Enfin, ouais. Mais par contre, c'est clair qu'il y a une influence manga. Ça, mais j'avais lu quelque part qu'il était parti sur l'école manga, qu'il s'était beaucoup intéressé au manga. Et donc, je suis pas surpris que tu me dises ça. Donc, alors, poursuivons. X-Factor 2. Dans X-Factor 2, nous démarrons par une discussion. Alors, X-Factor, c'est cette équipe dirigée par un producteur qui cherche à monétiser l'audimat des mutants. Il a créé une équipe de toutes pièces. Et le but, c'est vraiment de faire du fric sur le dos de cette équipe mutante. Mais en même temps, pour les mutants qui sont à l'intérieur, c'est peut-être l'occasion de faire bouger les lignes. Et parmi les mutants qui sont dans ce nouveau line-up, parce que l'équipe précédente s'est fait rayer de la carte. On apprend que Angel a failli y passer, mais il est en convalescence, mais c'est Havok maintenant qui le remplace. Nous avons dans ce nouveau line-up Frenzy, Pyro qui était, je crois, déjà là la dernière fois, Cecilia Reyes, Granity Smith et Cyber. Granity Smith, on se demandait quels étaient ses pouvoirs. Ça y est, on a enfin une réponse. C'est plutôt rigolo, mais ça reste anecdotique. Et Cyber, par contre, on ne sait pas qui c'est. Hein. J'avoue que je n'ai toujours pas compris qui était ce personnage. Mais cependant, c'est un épisode, je trouve, totalement centré sur le couple Lorna Dane ou plutôt Polaris, parce qu'elle ne veut plus qu'on l'appelle par son nom humain, mais par son nom Polaris et Havok. Et c'est un peu l'épisode de la rupture, dans le sens où on sent bien que c'était un couple qui était un peu fragilisé, parce que Havok va dans cette équipe de mutants. Polaris, elle, fréquente l'underground mutant. Donc forcément, à un moment donné, la rupture devait forcément arriver, et elle arrive tout simplement à cause d'une maladresse d'Havok, et ça se termine par une rupture très très concrète, mais un peu musclée. Qu'as-tu pensé donc de ce travail de Mark Russell et de Bob Quinn au dessin? Rien, parce que ça raconte rien en fait. Ah, tu vois, moi je suis pas d'accord avec toi. Mais c'est bien. Voilà. Moi, je me suis ennuyé. J'ai Cecilia Reyes, j'adore. Moi, c'est un de mes personnages préférés. Bon, pour l'instant, elle n'est pas utilisée.
Mark Russell, moi je l'aime beaucoup en plus. C'est un scénariste que j'apprécie énormément. J'ai pas vu le côté cynique. J'ai pas vu j'ai rien vu en fait là dans cet épisode vraiment où ouais ben voilà c'est très très léger quoi. C'est très très léger. Les dessins de alors, j'avais dit que j'avais pas aimé les dessins de Bob Quinn dans le premier. Là ça passe un peu plus. Ouais. Ouais c'est pareil. Si je résume ça, ça se résume en 3 phrases comme tu l'as fait, mais il n'y aura rien d'autre dans le bouquin en fait. Moi, je suis assez. J'ai bien aimé toute la partie. En gros, il y a 2 parties dans cet épisode. Tu as la journée de boulot de Havok où il a ses réunions avec ses chefs, etc., etc. Et ses chefs sont soit d'un cynisme absolu, soit des crétins. Et il a cette réunion le soir avec le Polaris où il va. C'est une réunion de l'underground où là. On a comment dire une espèce de revers de la pas un revers de la médaille, mais on a ce qui s'est passé notamment pour certains mutants et ce personnage là qui ressemble un peu au fauve, j'ai oublié je crois que c'est Ours Brun qu'il s'appelle, qui est assez triste d'ailleurs. Tiens, voilà quelqu'un, pardon. De quoi? Non, ah tiens, voilà quelqu'un, petit ours brun, mais pourtant c'est toi qui as des enfants. Hein. C'est vrai, mais voilà. Niveau dessin, je trouve que les dessins de tu vois de Bob Quinn, je les trouve bien, mais je trouve ça assez faible en fait, grosso modo. Enfin, tu vois, je suis pas emballé. Voilà, je préfère largement l'intrigue et le cynisme de la chose que. Moi, j'en attendais vraiment beaucoup de cette série et pour l'instant, c'est désillusion quoi. Ouais, la scène avec Granity Smith, moi, elle me fait rire. Ouais. Oui, mais ça, c'est du Mark Russell. Enfin, ça aurait pu être. C'est toujours pareil, quoi. C'est du. Attendons de voir là. Je suis curieux de voir l'épisode suivant. On va bien voir ce que ça va. Ouais, faudrait que ça décolle un peu en fait. Faudrait que ça décolle un peu. Nous revenons sur X-Men, une des séries principales avec le X-Men 4, toujours par Ryan Stegman et toujours par Jed McKay à l'intrigue, au scénario. Ouais. Encore une fois, un vilain jetable, Trevor Fitzroy qui arrive. Ouais. Trevor Fitzroy, ils arrivent et puis ils s'en vont et puis on s'en fout un peu quoi. Alors, il y a un gros méchant qui a l'air d'être, qui risque de devenir le méchant principal qu'on va voir à la fin. Ouais. Il vient des tréfonds de l'univers mutant des années 90. Tout à fait. Voilà. Là, pour le coup, c'est peut-être plus Magie Iliana Rasputin qui est mis en avant dans cet épisode. Et là, j'ai trouvé qu'enfin, il y avait des interactions entre les personnages, des discussions entre les personnages. On a Cyclope qui fait son chef et le fauve qui est pas content parce que lui il veut pouvoir faire ses expériences et Cyclope finit par s'imposer. En combat, on a les personnages qui se caractérisent un petit peu plus quand même et qui échangent quand même un petit peu plus, je trouve. Et puis on a le personnage de Magie qui est un petit peu mis en avant, mais encore une fois, on parlait tout à l'heure de Stegman. Voilà, je suis en train de feuilleter en même temps que je vous parle. Vous prenez la dernière page de cet épisode. C'est Neto Diaz qui dessine. C'est pas Stegman. Bon, bah voilà. Bon, je vais dire une bêtise. Merci. Mais il recopie un peu le style de Stegman. Neto Diaz, je crois qu'on l'avait vu, nous, sur. C'est lui qui avait fait la mini-série sur Apocalypse dans l'épisode 1, me semble-t-il. Ouais. Dans le tome 1, tu sais, la série sur Apocalypse. Oui, exact. Là, on a l'impression qu'il essaye de recopier un peu Stegman et vraiment, il faut pas, quoi. C'est pas la peine qu'il fasse des vrais dessins. C'est un petit peu meilleur, je trouve, d'ailleurs, niveau dessin. Ah non, je trouve que c'était mieux avec... perso, je trouvais ça mieux avec mais c'est vrai que si on va vite, on sent pas qu'il y a une grosse différence. La magie, elle est vraiment mais super... Enfin, c'est un Lego, quoi. Là, oui. Là, vraiment, il y a des problèmes de proportion de dingue. Bah, tu parles dans la dernière planche ? Ah ouais, c'est horrible. Ouais, sur la dernière planche, c'est pas super. Hein. Ouais, exact. Bon, moi, ce qui m'ennuie, par exemple, tu vois, c'est que
On a eu ce passage avec des activations de gènes X un peu chelou chez des adultes, on n'en entend plus parler. Ouais. On a cet agent Lundwitz du Bureau des urgences nationales. Là, ici, on n'en entend plus parler. C'est ça, c'est ce que je te dis. Pour moi, c'est les épisodes jetables. Chaque épisode, un nouveau vilain. Là, on se dit qu'il y a quand même une sous-intrigue et qu'on risque de les revoir. C'est ça. Mais faudrait quand même, à un moment, avoir un petit peu de lien, quoi. Parce que pour l'instant, c'est hyper décousu. Je suis pas certain que Fitzroy, on le revoit. Voilà. Vraiment, je crois qu'on avait dit que c'était superficiel. Ça pose des bases. On en est quand même à l'épisode 4. Il me semble qu'il sortait quand même 2 épisodes par mois, parce qu'ils sont déjà très en avance par rapport aux autres, hein, ces X-Men-là. Ouais, faudrait vraiment que ça commence à décoller. Ça décolle toujours pas, en fait. Alors, pour info, j'ai noté quoi ? Nous avons une petite référence à X-Statix, puisque les parvenus de Fitzroy sont en fait d'anciens membres de la série, d'anciens membres du groupe O-Force qu'on voyait apparaître dans X-Statix. Pour te dire, même moi qui suis un fan absolu d'X-Statix, je m'en rappelais même pas. Ils sont apparus sur 2 pages à un moment. Là, c'est juste une référence pour une référence, quoi. Oui, ça clairement, mais c'est aussi une manière d'appuyer sur le fait que l'ère Krakoa, on passe par-dessus et on va maintenant chercher des références sur avant cette ère Krakoa. Donc, amis lecteurs qui avaient laissé tomber à la période Krakoa, oui, c'est pour vous, hein, c'est pour vous. Le personnage avec qui Magie joue aux échecs, là, t'as compris comme moi que c'était Colossus ? Pour moi, c'est Colossus. Voilà. Bon, ça aurait peut-être pu être un peu plus original que ça. Enfin, à voir. Sur la dernière planche, sur la dernière case de l'épisode, il n'y a plus beaucoup de doutes, mais bon. On ne sait jamais, ça pourrait être Mikhail Rasputin. Voilà, donc à voir. Cependant, il y a quand même un méchant qui travaille dans l'ombre. Ouais, mais encore une fois, est-ce qu'on va le revoir ? Tel que c'est présenté là, oui, quand même. Ouais, mais si c'est pour le revoir dans 5 épisodes, voilà, vraiment, faudrait un peu de lien, là. Faudrait un peu de lien dans la série, là. Sur cette série-là, ouais, c'est quand même vachement décousu. Allez, X-Force 3. Donc, on a déjà parlé du principe d'X-Force. Hein, on peut dire la même chose. Hein, un méchant, ils se battent, ils règlent les problèmes, et puis voilà. Ouais, alors mais j'ai trouvé cependant que là pour le coup, ce que j'ai bien aimé, c'est le rapport entre Rachel et Betsy Braddock. J'ai trouvé que c'était pas mal, c'est-à-dire qu'on les voyait en action, en interaction toutes les deux dans la série, avec aussi la limite qui est qu'elles sont amantes et donc ça peut poser problème en mission. Ouais. J'ai trouvé que ça pose des bases qui sont plutôt pas mal. Enfin, moi, j'ai bien apprécié. Ouais, en plus, référence Nuclo, qui fera plaisir aux vieux lecteurs comme moi. Rappelons que c'est le fils de Weezer et de Miss America. Tu sais que c'est un des premiers personnages que j'ai lu en VF. Je devais avoir 4-5 ans dans un Avengers de chez Haredi. Ah ouais, oui, c'est un vieux avec des dessins de Don Newton, me semble-t-il, du regretté Don Newton. Wow. C'est un des tout premiers bouquins que j'ai lu en VF des Avengers, moi, avec Nuclo, et puis ses parents, ses faux parents. J'ai ces images-là dans la tête, voilà. Bon, moi, j'ai encore une fois, Marcusto, ça fonctionne bien. Là, Marcusto, ça marche. Pour le coup, là, il va y avoir l'épisode va pouvoir s'étaler sur un peu plus parce que clairement, la fin indique qu'on aura la suite. Franchement, Marcusto, filez-lui X-Men, quoi. Ouais. Ça serait une bonne idée, hein, effectivement. Donc, voilà. La petite jeunette aussi de l'équipe, là, Surge. Qui était dans les. Oh, c'était, je sais plus comment elle s'appelait cette équipe. Une équipe, pareil, de mutants nouvelle génération. Est-ce que c'était X-Force ? Est-ce que c'était, je sais plus comment ça s'appelait. Qui était plutôt sympa. Avec, pareil, on revoit aussi la. Je crois que c'est dans NYX, la fille qui contrôle le vent. C'est des gens qui... Voilà, ils vont piocher un petit peu partout, mais dans les séries pré-Krakoa, quoi. Et comme tu disais tout à l'heure. Oui, Surge, c'est un bon personnage. Ils la tiennent bien, là. Hein, ils la tiennent bien. Ça se passe bien. Ça finit mal pour X-Force. À suivre dans le prochain numéro. Suivre. Encore une fois, un vilain qu'on va oublier très vite.
Ça manque quand même de vilain de base, quoi, hein, je trouve. Ça manque en fait d'un vilain dans lequel on pourrait réellement penser que c'est vraiment un vilain et qu'ils vont en chier, quoi. Voilà. Ouais. Mais bon, Mais alors, dans le genre vilain jetable, c'est quand même pas pire que la série d'après. Oh, j'ai pensé que tu allais aimer. Alors, on va parler de Dazzler 1. Parce que pour nos auditeurs, ce que nos auditeurs ne savent pas, c'est que tu es un grand amateur de comédie musicale indienne. Et je me suis dit que cet épisode, alors c'est pas de la comédie musicale indienne, mais moi j'ai noté, c'est un comics musical. C'est-à-dire, alors, on va reprendre depuis le début. Dazzler a refait sa vie, elle est redevenue une vedette, elle a un nouvel album avec une chanson à succès, elle est en train d'organiser un nouveau concert avec comme homme de main l'homme multiple, et son pouvoir est quand même très très utile pour préparer la scène, ainsi que Strong Guy, Domino à la sécurité et une certaine Wine Dancer comme manager et responsable de com. Qui était de cette fameuse équipe, alors Young X-Men, ou je ne sais plus comment elle s'appelait, voilà. Avec Surge justement. Et donc, nous assistons ce que j'ai souvenir que c'est le premier concert de la tournée, avec quand même un petit bémol, c'est que ce sont des mutants, mais ils s'adressent à la fois à un public d'humains et de mutants, et comme leur bassiste s'appelle Shark Girl, et ça veut tout dire, non, leur batteuse, pardon, pas leur bassiste, elle a quand même une gueule de requin à la place du visage, ça risque de déplaire, donc on va lui mettre un petit inducteur d'image un peu à la Diablo pour la faire passer pour une humaine. Sauf que quand au milieu du concert, vous vous retrouvez attaqué par Scorpia, les choses vrillent forcément, et va-t-on pouvoir garder ce secret, et surtout le disco viendra-t-il à bout de tous les dangers? C'est nul. Ah, je l'ai bien vendu quand même, arrête. Le disco viendra-t-il à bout de tous les dangers? C'est mauvais. Enfin là vraiment, alors Ben nous en avait dit beaucoup de bien, là waouh. Pour moi j'ai l'impression que c'est une fanfiction. En plus il y a les paroles de la chanson à la fin. C'est cohérent en même temps. Hein. Enfin, non, mais ok, oui, non, mais c'est. Dans le prochain numéro, j'espère qu'ils mettront un truc, tu sais, les genres pour les magazines pour ados, pour les midinettes, etc. Écoute, je vois pas où veut aller cette série. Cette mini-série. C'est les backstage d'une tournée d'une mutante. Je trouve ça plutôt rafraîchissant et original. En fait, jamais fait le coup, hein. Et les dessins, c'est horrible. Les dessins sont horribles. Raphaël Loureiro au dessin. Ah ouais, Raphaël Loureiro. Voilà, là vraiment, j'ai rien. Tu trouves que les dessins sont horribles, toi? Et regarde l'avant-dernière page, celle où elle chante et où les gens la regardent, la dernière case où elle fait une espèce de danse en commun avec les Madrox. Oui, mais enfin, ça fait partie du micro. Ça fait partie du gimmick, hein. Enfin, ça fait partie du truc. Hein. Enfin, non, ça fait très très peur. Ça fait très très peur au niveau dessin, je trouve, moi. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est la fin était un peu abrupte. C'est-à-dire que ça se termine, on est sur scène, ça chante, ça danse, et pouf, on a les paroles de la chanson, et c'est la fin de l'épisode. La conclusion était un peu pof, quoi, comme ça. Paye-toi les paroles, hein. Mais bon, enfin bref. Oui, enfin, tu sais, si tu traduis les paroles d'une partie de la pop actuelle, ça va pas beaucoup plus haut. Et les paroles sont en lien avec ce qui se passe, hein, mine de rien. Même si effectivement on émule. Là, moi, je dois être trop vieux. Et pourtant, je lis du Améthyste. Hein, c'est bien ce que tu dis, tu es trop vieux. Non, je rigole, je te chante gentiment, mais moi, ça m'a pas dérangé. Je trouvais que c'était en adéquation avec l'ambiance. Dès le départ, en nous levant comme un comics, comme un comics de musique et de chansons. Ouais. Que ça se batte en chanson sur scène. Ma foi, pourquoi pas, quoi. Enfin, sincèrement, alors vraiment, hein, là, je suis peut-être sur le pire comics que j'ai lu depuis le début de l'année, là, pour moi. Ah ouais. Bon, en même temps, on est en 2025, en février 2025. Oui, mais j'ai déjà lu beaucoup de choses. Hein, Dans mon multivers, j'ai déjà lu beaucoup de choses. Là, clairement, je suis là. Yeah, vraiment, ça. Mais alors, là, ça m'est passé totalement au-dessus. D'accord. Je vois pas le rapport avec le passé. Les X-Men sont censés être détestés. Elle a sorti un album, tout le monde l'adore. Je sais pas d'où ça vient.
vraiment, là, je suis... Mais alors, je suis totalement dépassé, là. Eh ben, écoute, rendez-vous dans Dazzler numéro 2. Alors, j'ai pas été voir. J'ai pas été voir combien il y a d'épisodes dans cette... Il y en a 4, je crois qu'il y en a 4. C'est 4 épisodes? Je crois bien, je sais pas. Tu vas devenir fan. C'est une série, donc j'espère qu'il y en a 4, parce que là, vraiment, ça... Moi, j'ai lu le comics Jem et les hologrammes qui était sorti il y a... Ça me faisait penser un peu à ça, tu vois. Ouais, bah non, parce que c'était sorti il y a une dizaine d'années et c'était Sophie Campbell. Eh ben, ils auraient dû faire ça, en fait, hein, parce que ça marchait très bien, Jem et les hologrammes. C'était un des meilleurs comics qui sortait à l'époque, il y a 10-12 ans, je pense. Là c'est... Non, vraiment, Bon, bah, déception pour Doop, alors. Écoute, je pensais grosse déception, là. Tu vois, on n'en a pas parlé avant. Je pensais que le côté délirant du truc allait te séduire, et ben non. Donc, non, là, vraiment, non, ça m'a pas emmené, là. Et rappelons que l'intégrale Dazzler tome 2 est sortie le mois précédent pour les amateurs de Dazzler. Je ne l'ai toujours pas acheté. Mais ça vous qui aimez les dessins de Frank Robbins. Allez, en plus, ça doit être ancré par... comment il s'appelait celui-là Vince Coletta. C'est vraiment... Qui a détruit certaines planches de Jack Kirby. Mais bon, c'est un autre voilà. Tu vois, le seul truc qui m'a surpris, on parle des paroles à la fin, c'est à la dernière planche, ce sont les paroles en fait de la chanson que chante Dazzler sur scène. Révéler ma fierté. Voilà. C'est bizarrement, naturellement, j'ai mis tout de suite l'air de libérer, délivrer sur la chanson, mais bon, bref. Mais pareil. Mais je me disais, c'est même dommage qu'ils aient pas filé un QR code pour télécharger la chanson. C'est-à-dire qu'ils aient pas poussé le truc jusqu'à enregistrer la chanson pour qu'on puisse l'écouter, quoi. Tu vois. Bon, voilà. Donc j'en étais là, moi, de ma réflexion sur Dazzler. Allez, passons au dernier épisode. Non, X3, c'est le dernier épisode, effectivement. Du tome 4, du tome 4. C'est le dernier épisode. Anole, le mutant, a été viré du club K-Turn et un jeune mutant, Shay, de 26 ans, est retrouvé mort, assassiné. Et quand Kamala organise un rassemblement en honneur de sa mémoire, Anole va découvrir que les Morlocks n'ont pas tout à fait disparu et pourraient bien avoir évolué. Voilà un petit peu le pitch de cet épisode que j'ai trouvé, moi, contrairement à l'épisode avec Wolverinette ou X23, celui-là, je l'ai trouvé plutôt bien foutu. Carrément. J'ai vraiment bien aimé. Vraiment, le fait de revoir des Morlocks, ça fait du sens, en plus. Et donc, on a une certaine culture Morlock qui s'est développée sous terre, que j'ai trouvé rafraîchissant. Alors, je ne vais pas dire émouvant, parce que c'est beaucoup trop, mais cette manière dont ils arrivent à la célébration de manière très respectueuse, tout en gardant leur identité mutante, j'ai trouvé que c'était bien foutu, quoi. Et puis il y a les purificateurs, ça fait voilà, les fans de Cameron Hodge s'en rappelleront. Donc là, on est vraiment sur les bases X Factor de Louise et Walter Simonson, quoi. Tout à fait. Et c'est aussi l'occasion de montrer un petit peu les mutants qui sont dans cette série ensemble, parce qu'on n'avait pas trop l'occasion jusqu'à présent. Et ça marche bien. Kamala Khan, Sophie Cruz et Laura, ça fonctionne plutôt bien dans cet épisode. Et puis on sait ce qui est devenu Caliban aussi, soit dit en passant. Oui. Moi j'ai trouvé ça bien. Vraiment, c'est pour moi la meilleure série du tome. Ce qui n'était pas très dur, parce que là, vraiment, moi, n'ayant pas accroché aux X-Men, non, c'était vraiment bien. Du coup, NYX, pour moi, il me semble que c'est clairement la série qui a, à mon sens, le plus de fond. Pour l'instant. Où il y a vraiment un truc qui est très identifié, c'est-à-dire c'est la dépression post-Krakoa des jeunes. Qui galèrent, qui se retrouvent sans équipe, qui se retrouvent livrés à eux-mêmes, qui essayent de continuer leur vie. Donc ce thème-là, il est vraiment réussi. Ressortir les Morlocks, c'est vraiment une très bonne idée parce que là, du coup, contrairement
au titre X-Men qui te ressortait du Fitzroy, on savait pas pourquoi, ou Nuclo, qui a rien à voir avec les X-Men. Là, pour le coup, ce sont les Morlocks c'est une pièce importante de l'univers X-Men, et ça prend tout son sens ici. Donc on se dit, ça marche. Là, ça marche, et je suis heureusement, parce que sinon le 4e tome là, moi, il me donnait plus envie de fuir qu'autre chose, en fait. Bon, il y a juste un truc qui est un peu bizarre, c'est qu'à un moment donné, quand Sophie, Kukos, Kamala et Laura viennent à bout de leur adversaire, il y a ce petit côté, bon, on les bute pas, mais vous faites une lobotomie psychique. Bon. Ça fait débat quand même entre les Oui, personnages. Non, mais c'est ça, mais j'ai trouvé que c'était un peu dur comme manière de traiter ces personnages. Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être tout... Enfin, quand je dis ces personnages, je parle des purificateurs. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen tout simplement de les arrêter, de les livrer à la police ou de neutraliser autrement que par une lobotomie psychique? Enfin, quand tu vois l'épisode de fin, tu peux te dire aussi qu'il y a peut-être des raisons quand tu vois la page de fin, quoi. Voilà, parce que évidemment, le verre est-il dans la pomme? Voilà. La pomme, New York, enfin bon, bref. Parfait. Là, je les ai travaillés, les c'est formidable, c'est formidable. On a des couvertures aussi alternatives, un peu moins, à la fin du tome. Tout petit peu moins. En tout cas, nous n'avons pas de Romita Junior dégueulasse. Il y a du J. Scott Campbell, quand même. Alors, on ne critique pas J. Scott Campbell, parce que j'adore J. Scott Campbell. Il peut dessiner rien que... Même sur celui-là? Ah, mais moi tout me va, donc je vais te dire, voilà, je suis pas très compliqué avec J. Scott Campbell. On a du Clayton Crin, je l'appelle Crin parce que vraiment ça craint, quoi. Voilà. Ouais, là, c'est vrai que c'est pas son meilleur travail. Ce que fait Keir Andrews, là, c'est pas terrible quand même. La page, c'est pas ouf, ça veut faire genre années 90 Jim Lee, personnage ultra sexy, mais bon, il y a quand même. Andrews, il ferait mieux de garder son style classique. Si cette fille existe, elle a quand même un gros problème au niveau des hanches quand même là. Enfin, elle a des problèmes de partout. Quand tu regardes, je ne sais même pas qui est ce personnage dans la couverture de Clayton Crane. Est-ce que c'est Surge ou est-ce que c'est Sage? Elle a un bras qui est totalement disproportionné par rapport à l'autre. Là aussi. Ouais, mais bon, il y a des trucs qui sont pas mal. La couverture sur le fléau, je la trouve sympa. Voilà, elle est sympa. Il y a Michael Cho. C'est pas mal. Les couves de Gambit, de Jubilé, c'est plutôt sympa. Mais ça reste pour moi des. De toute façon, je suis jamais fan des couvertures alternatives. Non, moi non plus. Moi, à la limite, il m'en mettrait 2 ou 4 par page, ça m'irait très bien. On gagnerait du temps. Oui, tout à fait. Voilà. Bref, mais j'imagine qu'il doit y avoir un truc avec la pagination, donc je peux comprendre. Oui. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de cette nouvelle livraison de comics X-Men. On n'en avait pas parlé, mais il y a un nouveau rédacteur chez Panini. Qui rédige les intros et les outros. C'est Cédric Callas et c'était déjà le cas dans les 2 premiers numéros, qui est un rédacteur qu'on n'avait pas l'habitude de voir. On l'avait vu sur un Marvel 100% qui était sorti à l'occasion de l'exposition d'Angoulême, qui compilait quelques épisodes un peu emblématiques, et où on avait demandé à différents rédacteurs de rédiger des textes. Moi, je l'avais vu là, et donc là, il s'occupe de la rédaction de l'introduction et de la postface, entre guillemets, voilà. C'était pour l'anecdote, c'est pas bien grave. Je ne connais pas. Moi non plus. Cédric Callas. Je ne sais pas qui c'est. Et puis donc rendez-vous le 5 mars pour la 3e livraison, c'est-à-dire que les épisodes 5-6, et si j'ai bien compris pour toi, ça sera l'enjeu va être là. Je ferai les 8 premiers. Tu t'engages sur les 8 premiers. Nous ferons donc au moins 4 podcasts sur les X-Men. Ouais, mais vraiment, il va falloir donner du lien pour pas mal de séries, je trouve. Ouais, mais moi, par contre, je trouve qu'elles sont maintenant bien marquées. Tu vois, c'est-à-dire que quand j'arrive sur une série, c'était pas le cas le mois dernier. J'arrivais sur les séries, je tâtonnais un peu, je n'avais pas trouvé quels étaient les tenants et aboutissants.
Et là, maintenant, tu vois, j'arrive sur NYX, je fais OK, c'est bon, c'est les mutants ados de New York. Mais c'est la série la plus marquante pour moi, NYX. Même X-Force, c'est-à-dire que j'arrive sur X-Force, je sais que OK, ça va être une menace, les mecs ils vont y aller, et puis ça sera sur un épisode. Bon, là, ça va être un peu plus long, pas a priori sur le deuxième qu'on a eu, sur le troisième. Il y a que X-Men où tu comprends pas où ça va. Le truc avec Cyclope, je comprends toujours pas où ça va. Bon, voilà, ça demande à décoller, voilà, je trouve. Clairement, le Uncanny X-Men fonctionne plutôt bien malgré certaines réserves qu'on a pu émettre, mais le premier X-Men de Heavy Wing et Carmen Carnero, pour l'instant, c'est très très bon. C'est prometteur. Donc on verra. On va bien voir ce que ça va donner sur la troisième livraison. Pour l'instant, moi, ça me conforte. Je suis plus conforté qu'à la fin de la première livraison, qu'à la fin des 2 premiers numéros. Donc moi, c'est pas mon cas, moi. J'ai pas mon cas. À partir du moment où ça me plaira plus, où j'y retrouverai plus mon compte, j'arrêterai parce que. Voilà. Là, moi, je suis sur la corde. Je t'avoue. Voilà, c'est pour ça que je blaguais tout à l'heure là en disant c'est peut-être la dernière fois que Doug va nous le faire. Bon, non, je ferai les 8 premiers, ça c'est sûr. Ça veut dire que tu as peut-être une chance d'avoir tout Dazzler. T'imagines, tu vas faire partie des mecs qui ont tout Dazzler 2023. Et même le volume 1, c'est ça qui est terrible. Ça se trouve, tu chanteras dans le prochain podcast. Promis, si l'épisode est meilleur, je vous chante quelque chose. Voilà. Tu nous interprètes une des chansons. Je chanterai La Reine des Neiges en allemand. Mais pourquoi ? Comment tu peux avoir de telles idées ? C'est comme ça. Tu sais, n'oublie pas le multivers, tout ça. Il y a un monde où je suis capable de vous chanter La Reine des Neiges en allemand. Voilà. Bon, très bien. Quoi d'autre qu'on peut que dire après tout cela que Benjamin, tu nous manques. Ouais. Reviens. Ça aurait été bien un peu de positif là. J'ai tout fait pour essayer de rendre ça positif, mais le double dépression, la double dépression est là. Non, blague. Et c'est vrai. Cependant, c'est vrai. Je suis pas d'humeur. Il y a certaines séries et notamment X-Men, il va falloir qu'ils redressent la barre assez vite et qu'ils mettent du liant assez rapidement Il y a un vrai dessinateur, s'il vous plaît. Enlevez Ryan Stegman. Alors, Ryan Stegman n'est pas un mauvais dessinateur, mais c'est vrai que là, on peut se demander mais qu'est-ce qu'il fout quoi. Donc parce que c'est quand même pas je trouve à son niveau habituel en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Si, je vais vous faire un petit conseil d'écoute. Vous avez ça y est. Faut que je remette mes mots. Il est trop tard là, il faut que tu ailles te coucher. Dépassé 21h, je suis tout perdu. Le podcast First Print de Arnaud Kikou et Corentin, qui s'occupe aussi du site Comics Blog, ils ont réalisé une série d'interviews au mois de janvier consacrée donc au bilan 2024 et aux perspectives 2025, éditeur par éditeur. Je vous invite vraiment à aller écouter si vous devez en écouter 2, écoutez vraiment ceux de François Hercouet de chez Urban Comics et celui des représentants de Panini. Il y a Émile et je crois que c'est Jean-François. C'est très très intéressant. Je vous invite vraiment à aller les écouter. Si j'y pense, je mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Mais c'est passionnant sur la manière dont alors évidemment ils sont contraints par ce qu'ils peuvent annoncer et dire au public, mais sur les coulisses, sur la manière dont ils réfléchissent leur collection. Voilà, n'hésitez pas à aller écouter, c'est un peu long, évidemment il y en a un je crois qui dure 2h40, c'est pire que nous quoi. C'est pire que nous, mais c'est vraiment passionnant. Enfin, moi j'ai trouvé que écouter les responsables d'édition, faire le bilan et parler de 2025 et d'expliquer, alors peut-être pas assez dans le détail, mais en tout cas de donner quelques pistes sur pourquoi on fait pas telle chose, pourquoi telle chose n'est pas faite, pourquoi le kiosque, vous pouvez faire une croix dessus pendant un bon paquet de temps. Voilà, donc c'est si vous ne connaissez pas trop les coulisses du monde de l'édition, allez-y, c'est très inspirant, c'est très bien fait. Voilà, foncez, très bien. Mais il faut avoir quelques heures de route quand même.
Voilà. Double, toi, un conseil, un truc pour conclure Je vais faire ma pub. Allez. Alors, on a fait un podcast, on a une émission sur Super Pouvoir qui s'appelle Radio Super Pouvoir. Et après chaque émission, on fait un débrief sur un sujet qu'on n'a pas eu assez de temps pour développer. C'est un bonus en gros, mais il est plus long que la mission en général. Et là, du coup, il est sorti il y a 2-3 jours. C'est sur l'affaire Gaiman. Et donc, on vous explique un petit peu tout ce qu'on pense, surtout sur Gaiman, avec mes potes Guillaume Auvray, qui connaît pas du tout Sandman ni rien, et puis Alain Roussel, hein, qui reste quand même un bon connaisseur. Donc, je trouve qu'on est arrivé à donner peut-être un tour d'horizon plutôt pas mal de l'affaire, de ses tenants et de ses aboutissants. Vous le retrouvez sur le site de superpouvoir.com. Voilà, je me fais un peu de pub. Eh ben, tu as bien raison. Tu as le droit. Tu as bien bossé aujourd'hui. On a fait un long podcast. Tu peux y aller. Et puis, n'oubliez pas que vous avez nos publications sur Top Comics. Vous avez la chaîne. Et si vous avez aimé ce podcast ou un autre de notre chaîne, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager ou même à en parler au café. À vous abonner aussi. Vous abonner. Mais c'est vrai qu'en parler, c'est cool. Voilà. N'hésitez pas à en parler à droite à gauche, histoire de faire connaître, à laisser un commentaire. Mettez-nous, vos séries qui vous font kiffer dans ces épisodes d'X-Men, ceux que vous n'aimez pas. Voilà, je prends toujours un petit peu de temps pour aller regarder les commentaires et répondre quand il y en a. Ça nous fait toujours très plaisir. Ça nous fait toujours. Ouais, et puis surtout qu'on a de bons retours là pour l'instant, donc c'est bien, donc c'est cool. Mais n'hésitez pas, c'est ce qui met aussi un peu de charbon dans la machine, quoi. C'est-à-dire que on est toujours ravis d'avoir des likes, d'avoir des gens qui s'abonnent, et puis des gens aussi qui commentent et avec qui on peut échanger. On peut échanger un peu, ouais. C'est plutôt sympa. Voilà. Bon, écoute, on a fait le tour de ces 2 numéros très complets. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de soirée, Doupe. Oui. Et puis à souhaiter une bonne fin de soirée ou une bonne journée à nos auditeurs, voilà, qui nous écoutent quand ils veulent. Voilà, vous écoutez ça quand vous voulez. Et puis Doupe, à très bientôt. À très vite.